Bonsoir et bienvenue pour cette grande première de chez Divo, les Divo Live. Nous sommes le 14 avril 2020, il est 18h01 et quelques, nous sommes en direct sur Facebook. Divo, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un club qui est né en 1936 à Genève, qui compte près de 18 000 membres et c'est un club qui vous permet de découvrir des pépites méconnues. Ça vous permet de commander des vins à l'unité et vraiment de profiter pour tous les budgets et toutes les bourses. Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle, on pourrait même dire historique. Il faut dire qu'on a été tous pris de court avec ça. On a pris immédiatement les mesures qui s'imposaient pour Divo. Donc toutes les mesures sanitaires, l'organisation a été mise en place pour pouvoir garantir le service à domicile qu'on lui connaît. Les Divo Live ont été déjà depuis un certain temps mûris et le Covid-19 nous a juste accéléré un peu les choses. Et comme vous êtes tous dans votre salon à domicile et que vous n'avez pas le droit de vous réunir, on s'est dit tiens, on va prendre le carton de 6 bouteilles et on va l'étaler sur 6 soirées de une bouteille. Et donc c'est donc Divo qui vous amène la dégustation dans votre salon. Pour cette grande première, on a la chance d'avoir le vin de Claudine et Yvon Roduit à Fuy, qui s'appelle la Comte d'Enfer 2018, qui est là ici derrière moi et qu'on dégustera tout à l'heure. On a enregistré un petit duplex hier soir avec Monsieur Roduit pour lui poser 2 ou 3 questions. Donc on va vous passer ce duplex d'environ 10 minutes, préenregistré. Et ensuite, ce sera au tour de notre docteur José Bouillamo, spécialiste en cépage, ainsi que Clément Buffetterie, maître d'hôtel et sommelier du restaurant des 3 Tours à Bourguillon-Fribourg, qui viendront vous commenter ce vin. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'être avec nous et à bientôt. Profitez bien. Voilà, Yvon Roduit, je te salue, je te remercie de prendre du temps pour nous, pour le Club Divo, qui présentons dans ce Facebook Live pour la première fois un vin via un réseau social. Et on commence par un vin suisse, un vin du Valais, un vin de Fuy, ton Cornalin 2018. Je voudrais que tu nous répondes à 3 questions au sujet de ce vin. Et puis en premier, on dit toujours que le Cornalin est un cépage difficile à cultiver. Pourquoi? Laissez-moi le dire, plaisir de partager ce petit instant de dégustation. Donc, Cornalin difficile pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, c'est un cépage aussi difficile au niveau de l'affinité de porte-greffe et sélection. Ensuite, au niveau du terroir, il aime avoir les pieds au sec et les grappes pas trop au chaud. Donc, c'est troisième facteur, il est extrêmement sensible à la coulure, il est très irrégulier dans la production. Voilà, peut-être, c'est un cépage difficile qu'il ne faut pas laisser dans les mains de n'importe qui, je dirais. Une carence en magnésium aussi qui peut poser un problème. Oui, alors effectivement, carence en magnésium, bon, mais si c'est encore relativement facile à régler. Par contre, des brûlures, type d'échaudure, l'été, il a parfois un peu les caractéristiques du gamay, même si on a des bonnes conditions de traitement phytosanitaire, hein, puisqu'on est en bio, voire en biodynamie sur ces parcelles. On utilise peu de cuivre, mais il suffit qu'il fasse très chaud et qu'on trouve en fait des parties de grappe qui sont brûlées en fait par le traitement. Donc une hypersensibilité à cette forme, je crois que c'est l'échaudure qu'on appelle ça. D'accord. Et au niveau des rendements? Alors, les rendements sur 40 ans d'expérience dans le Cornalin, je pense que je dois arriver à un rendement moyen de 600 grammes au mètre carré. Ce que je trouve déjà bien, quoi. Déjà pas mal. Bon, sachant que l'appellation autorise 1,2 kg. Voilà, ça veut dire qu'on est à 50% du droit à l'appellation. Voilà, exactement. Très bien. Et puis, ta cuvée Comte d'Enfer provient d'un lieu extraordinaire. Est-ce que tu peux nous dire plus sur cet endroit et ce terroir? Bon, c'est un terroir assez magnifique. Donc, pour nous, ce qu'on appelle Comte d'Enfer, c'est le côté mythique de la commune de Fuy. C'est un endroit très escarpé.
Une magnifique combe donc située entre la zone la plus ensoleillée sud-ouest et puis ça s'étire jusqu'en sud-est, la zone un peu moins ensoleillée. Une combe qui s'étale aussi depuis environ 520 mètres jusqu'à 700 mètres d'altitude. La meilleure zone étant vers les 550 jusqu'à 650 au plus. Et surtout pour ce type de cépage, la partie la plus ensoleillée, c'est-à-dire qui va du plein sud jusqu'en sud-ouest. Donc l'autre partie étant plantée ou coplantée avec d'autres cépages où la sensibilité est moins importante à ce phénomène de terrain sec et bien ensoleillé. C'est ça, de quel type? Alors le sol, on a affaire ici à des sols sablo-limoneux où on a peu d'argile et quasi pas de calcaire. La combe a cette caractéristique, certainement c'était un ancien glacier qui a formé cette combe. Donc sur les côtés externes, c'est très peu profond au niveau de la terre. Par contre, à son centre, on retrouve justement tous les alluvions qui se sont condensés avec un apport de matière organique, parce qu'à l'époque, il faut imaginer que c'était certainement couvert d'arbres ou de forêts, donc il y a une grande richesse en matière organique et en humus. Davantage au centre que sur les côtés, en fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est les murs, en fait, parce que là, il a fallu avoir une énergie, une intelligence pratique pour créer ces terrasses qui sont vraiment formidables, quoi. L'horizontalité, la verticalité, des murs qui font parfois 2, 3, 4 mètres de haut pour des surfaces de vignes, disons des largeurs de vignes de moins de 5 mètres. Donc on y met quelques cèpes et tout d'un coup on est déjà contre le mur. Donc c'est vraiment extraordinaire comme site. Il y a des jolis chemins de balade, soit au cœur de la combe, vers le milieu de la hauteur et tout au sommet. Donc, mais lorsqu'on est vraiment sur le sommet de la combe, on a un paysage vraiment extraordinaire, quoi. Une impression de profondeur dans le sens du vide et une ouverture assez géniale, quoi. Il faut le visiter pour s'en rendre compte, quoi. C'est un lieu un petit peu mythique et puis c'est de la viticulture héroïque, comme on peut le dire. Ouais, c'est ce qu'on dit. À la définition de nos collègues du Val d'Ost, hein, on dit Ouais. cette viticulture héroïque, effectivement. Mais il faut être, comme je disais, je l'ai écrit, il faut être un peu fou et un peu poète pour travailler dans ces secteurs. D'autant plus que si on fait comme nous un peu de la bio et une partie en biodynamie. Mhm. Mais dans la passion nous fait oublier tous ces aléas et ces difficultés. Bien sûr. Et puis pour cette cuvée, donc 2018, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur la vinification et l'élevage? Alors là, on est sur un millésime qui est pour moi un des très beaux millésimes qu'on a eu la chance d'élaborer. Des raisins bien mûrs, près de 100 degrés Huxley. Donc, les raisins sont vendangés vraiment à maturité optimale dans cette année-là. On a eu la chance de pouvoir bénéficier de belles acidités et un bel équilibre, en fait, alcool et acidité. Les raisins sont rentrés dans des petites caissettes de l'ordre de 12 à 13 kilos, c'est hygrapé. Ensuite, les raisins sont macérés, je veux dire, à température fraîche pendant 5 à 6 jours jusqu'à ce que la fermentation démarre gentiment. Bon. Ensuite, on travaille plus sur des côtés ouais, un peu comme une infusion, quoi. On fait très peu de remontage. On laisse juste appuyer en fait sur le chapeau de marc pour que le jus revienne en surface. Et une fois ou deux, une fois maximum par jour, un léger remontage, mais vraiment très très léger. Donc, par contre, la durée de fermentation est assez longue, une dizaine de jours. Et après cela, on laisse quand même la masse se reposer ou on laisse ça sur marc pendant 15 à 20 jours en fonction de la dégustation et de la perception qu'on a du vin. Ce vin, disons que la caractéristique du terroir de la Combe d'Enfer, c'est surtout une acidité assez relevée. Donc on a ici un double phénomène. Un terroir qui amène de l'acidité, donc par sa topologie, par ouais, sa terre, etc. Et le cépage. Donc,
on a parfois sur certains de nos vins, il faut attendre, il faut avoir la patience d'attendre 2 ou 3 ans pour vraiment avoir la plénitude et l'équilibre qui se crée par ce vin, notamment par cette acidité. On retrouve un peu ces analogies dans les vins du Piémont, où on a de l'acidité accompagnée de tanin. Et à ce moment-là, c'est vrai que la première année, ça peut surprendre. Si on compare à d'autres cornalins qui sont plus, disons, issus de terroirs calcaires, notamment en Valais, où ça donne des vins avec un peu plus d'épaule et moins d'acidité. Donc il y a moins ce côté contrariant et de contradiction entre acidité et tanin, quoi. D'accord. Voilà, donc les vins ensuite sont élevés de manière classique avec un passage en barrique, 3 à 4 mois. On tourne en fait l'ensemble du jus en barrique et en cuve pour être mis en général. On fait une petite mise, souvent de printemps comme ça au mois de mai, juste quelques bouteilles, enfin quelques centaines de bouteilles, mais la mise principale c'est celle du mois d'août où le vin a eu le temps vraiment de se faire, se bonifier en cuve ou en barrique, quoi. On recherche un peu l'équilibre entre la cuve et la barrique pour avoir un vin qui est déjà un tout petit peu plus ouvert que si on le laisse uniquement sur cuve. Et pour le millésime à venir, on aura un élevage sur amphore et sur barrique en mélange, quoi. Ah, voilà. Très bien, on se réjouit des futurs millésimes et puis on se réjouit de goûter ce 2018 en live avec nos membres d'Ivo qui ont chez eux le vin et qu'on va déguster tous ensemble. Alors, je te remercie beaucoup, Yvon, Je t'en prie. ces informations et puis tout de bon pour la suite avec la cave La Rodeline. Merci beaucoup. Écoutez, merci encore pour tout, José et Divo. C'est un véritable plaisir de travailler avec vous et de pouvoir apporter notre contribution aussi. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette grande première d'Ivo Live sur les réseaux sociaux pour déguster en compagnie de notre ami Clément avec lequel je vais partager cette dégustation et aussi avec vous online. Je suis très content aussi de commencer cette série de dégustation par un vin suisse. Nous devons soutenir nos vignerons suisses durant cette période qualifiée d'extraordinaire. C'est pourquoi nous avons sélectionné un cornalin Comte d'Enfer de Fuy en Valais par la cave La Rodeline, Yvon et Claudine Reduit que nous dégusterons tout à l'heure. Avant de passer à la dégustation proprement dite, j'aimerais vous donner quelques informations. Premièrement, vous rappeler pour les membres d'Ivo, sachez que cette dégustation est ouverte aux membres et aux non-membres également, qu'il existe une revue d'Ivo Terroir qui a été publiée en octobre l'année dernière, dans laquelle nous avons un chapitre entier sur la cave La Rodeline. Vous pourrez savoir plein de détails sur le domaine que nous dégustons. Et je vous ai préparé quelques visuels pour parler plus précisément du cépage. Vous savez que c'est mon dada. J'adore étudier et parler sur les cépages. On me dit ampélologue, ou c'est plutôt moi qui me dis ampélologue. Ça fait un petit peu peur aux gens. C'est du grec ampélos qui veut dire vigne et logos qui est l'étude. Donc j'étudie la vigne. Et en particulier, ce cépage qui nous intéresse ce soir, le cornalin du Valais, qui est l'emblème des cépages rouges du Valais. Moi, j'ai tendance à l'appeler rouge du pays. C'est son nom historique. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette tendance à ce nom-là. C'est un cépage qui est originaire du Val d'Ost. Vous savez que les liens entre le Valais et le Val d'Ost sont très très forts à tous les niveaux. C'est un cépage qui était mentionné sous ce nom-là uniquement vers la fin du 19e siècle. Son nom rouge du pays est trivial, mais son nom actuel de cornalin viendrait probablement du cornouiller, qui est un arbuste dont les baies sont similaires aux raisins du cornalin. J'en doute un petit peu, mais on n'a pas de meilleure explication. On a environ entre 150 et 200 hectares actuellement cultivés en Suisse et quasiment la totalité se trouve en Valais. Ce cépage rouge du pays, actuellement appelé cornalin, eh bien, son historique remonte au Moyen-Âge où on a un document de 1313 qui parle d'un cépage qui s'appelle Néroun. Alors, personne ne sait grand-chose sur ce cépage-là. On ne sait même pas s'il était rouge ou pas. Certains pensent que c'était le cornalin, moi j'en suis pas persuadé, parce que tout au long des siècles qui ont suivi, on parlait simplement de rouge. On parlait du rouge ou des rouges, on a vendangé les raisins rouges sans plus de précision. Dans la fin du Moyen-Âge, donc quand on arrive au 19e siècle, en 1838, au Val d'Ost, il y a un docteur, le docteur Gatta, qui a fait un livre sur les cépages valdotins dans lequel il décrit un cépage valdotin qui s'appelle cornalin. Et quelques années plus tard, en 1878, on voit la première mention écrite du nom rouge du pays
en Valais. Pour compliquer les choses, là, attachez un petit peu vos ceintures, pour compliquer les choses, vers 1900, le cornalin du Val d'Ost a été introduit en Valais, où on lui a donné le nom d'Humagne rouge. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il n'a rien à voir avec l'Humagne blanc. Et, voilà le fin mot de l'histoire, en 1972, Jean Nicolier, qui était chef de l'Office cantonal de la viticulture, a proposé de rebaptiser le rouge du pays, parce qu'il pensait que ce n'était pas un nom assez vendeur, ce n'était pas assez sexy. Il a proposé d'emprunter officiellement le nom cornalin à ce cépage du Val d'Ost qu'il croyait quasiment disparu, pour le donner au cépage valaisan. Alors c'était une bonne opération, c'était une bonne décision d'un point de vue, on ne parlait pas de marketing à cette époque-là, mais d'un point de vue de vente, et puis on a appris à mieux apprivoiser ce cépage difficile, comme nous l'a dit Yvon Reduit dans la vidéo. Toujours est-il qu'on avait un problème, parce qu'on avait au Val d'Ost le cornalin originel, et puis en Valais, le cornalin nouveau, mais c'est deux cépages différents. C'est pourquoi en 2011, quand j'ai fait un livre avec mon ami Giulio Moriondo du Val d'Ost, on a décidé d'utiliser scientifiquement le nom rouge du pays pour le cépage valaisan et cornalin pour le cépage valdotin. Pourquoi ? Parce qu'avec l'ADN, vous le voyez sur ce diagramme, j'ai pu reconstituer l'arbre généalogique de ce cépage, et les parents du rouge du pays, qu'on appelle aujourd'hui cornalin en Valais, sont deux cépages valdotins. Un, le petit rouge, qui est répandu un petit peu dans toute la vallée, et l'autre, le maillolet, qui est beaucoup plus rare. Et à son tour, ce rouge du pays, ancestral, a donné naissance, par un croisement avec un cépage inconnu, c'est le point d'interrogation, au cépage cornalin du Val d'Ost. Donc je me devais de clarifier les noms, sinon aujourd'hui on lirait cornalin et le père du cornalin, et on comprendrait encore moins que ce que je viens de vous raconter. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. On parle de toute façon du patrimoine du Valais et du Val d'Ost qui ont des liens historiques. Comme vous le voyez ici, le vignoble de Torrette près du Val d'Ost a abrité les parents du rouge du pays, donc du cornalin valaisan, pendant très longtemps. La Via Francigena qui reliait le sud de l'Italie à l'Angleterre passait par le Grand Saint-Bernard où l'hospice s'est occupé de viticulture de part et d'autre depuis plus de 1000 ans. C'est pourquoi mon choix de commencer ce soir par ce vin emblématique et historique de la cave La Rodeline. Vous voyez ici qu'on a fait une visite avec notre ami et journaliste Eva Zwallen, avec Yvon et Claudine, lors d'un temps hors confinement, sur cette photo, nous n'avions pas besoin de respecter les distances, ce que nous faisons bien entendu ce soir. Alors on va pouvoir passer à la dégustation proprement dite avec Clément. Je propose qu'en tant que sommelier et maître d'hôtel, tu puisses officier. C'est gentil. Au service, merci bien. Je te remercie. Par contre, je vais l'appeler cornalin tout court, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Je sais, j'ai de la peine. Si tu as une meilleure idée que celle-là pour présenter les choses, ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, c'est un grand plaisir en tout cas qu'on va déguster ce cornalin, joli flacon. C'est un cépage que tu apprécies particulièrement ? Ouais, j'aime bien, c'est tous les monocépages parce qu'on est sur des vérités, des vins où le vigneron ne peut pas faire faux. On n'est pas sur de l'assemblage où on maîtrise un vin, un produit. Là, c'est le produit pur et il n'y a pas de chichi, c'est le vrai vin qui est dans le flacon. Je te laisse juste sentir, voir s'il n'est pas bouchonné. C'est parfait, merci. J'aime bien en mettre assez dans les verres parce que pour la dégustation, sinon on est toujours sur le contact du bouchon, puis là on est vraiment sur le jus. Alors la dégustation du vin, tout simplement, là on est sur des magnifiques verres à déguster. Le vin, vous le prenez toujours par le pied, non par le haut. Oui. On a une question d'Adrien qui demande si on doit ouvrir la bouteille maintenant. Alors, Adrien demande si on doit ouvrir la bouteille maintenant. Réponse, elle devrait déjà être ouverte. Cela dit, c'est un vin que tu connais déjà. On peut l'ouvrir 1 heure avant, ça gêne pas. Ouais, non, là on est sur des vins, c'est des vins qui sont assez jeunes, donc on peut le prendre et il va s'épanouir directement dans le verre. Et puis après, avec du recul, s'il en reste un peu dans la bouteille, on peut toujours le reprendre 1 demi-heure après, il n'y a aucun problème, voir l'évolution un peu derrière. Nous, ce qu'on va faire déjà, on va déguster le vin, déjà mettre le verre au nez pour sentir un petit peu ce qu'il a dedans. Là, on est sur un magnifique jus, des arômes de fruits, de griottes, typicité vraiment du cornalin.
On retrouve vraiment dans ces cornalins, en général, ces jus de cerises pressées, ces jus de bigarreau. On est sur un vin frais. Il y a la jeunesse qui est encore derrière. Donc on est encore sur du beau fruit mûr, mais tendre. On le déguste, on se fait plaisir. Ce qui est important, c'est de garder vraiment le vin en bouche, voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Là, on est sur une belle masse de jus, une belle macération, du grain fin, un côté un petit peu astringent par la jeunesse, une masse tannique derrière. Il y a une belle acidité parce que là, on est sur des magnifiques terroirs à feuillis, donc qui donnent de la fraîcheur, des vins tendres. Une buvabilité derrière, c'est incroyable. Des vins qui sont gourmands, goulayants, et on a envie de revenir dessus. Là, on est sur des vins avec des potentiels de garde de 5 à 10 ans sans problème. Mais quand le vin est bon, c'est presque dommage de le garder, donc on est obligé de le consommer tout de suite. On a une question, je crois. Oui, on a une question de Bender concernant la température. Une question de Bender concernant la température de service. Qu'est-ce que tu suggères? Alors moi, ça, c'est des vins que j'aime bien quand même descendre un petit peu en température. Les sortir à 15 degrés, puis que ça monte gentiment à 16, 17 degrés grand maximum pour avoir un maximum de fruits et du croquant derrière. Et on serait sur un millésime un peu plus âgé, je monterais peut-être à 1 ou 2 degrés derrière. Ça serait un peu plus costaud, un peu plus structuré. Mais là, sur la jeunesse, à 16 degrés, on est sur des vins sans problème. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, absolument. Oui. Moi, je préfère servir un poil trop frais, ce qui permet de le réchauffer. Ouais. Quand il est trop chaud, ça prend plus de temps pour refroidir. Non, c'est clair. Puis là, malgré tout, on est sur des vins qui sont quand même jeunes, tendres. Puis ça, c'est des vins qu'on peut sans problème servir sur des plats, des belles viandes, des viandes saignantes, ou un vin comme ceci. Là, on est sur un bon vin. Pourquoi accorder toujours des plats sur des vins? Ça, c'est des vins qu'on peut prendre en apéritif sans problème. Je suis d'accord avec toi. Là, on se fait plaisir, une petite planchette, une bouteille de cornalin de chez Roduit, la vie est belle. C'est parfait. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'avec une belle table comme les Trois Tours, on a une grande Non, c'est palette de mariages possibles. Et puis là, tu peux te faire plaisir avec un vin aussi qui a cette pureté aromatique, c'est précis, donc tu peux peut-être bien cibler aussi sur Ouais, là, quel on peut plat tu veux le s'amuser. mettre. Ouais, c'est Ouais. clair. Et puis, c'est pas des vins qui fatiguent. Là, on peut faire même un repas, une personne qui commande ce vin sur un repas, on n'est pas fatigué à la fin. C'est vraiment des vins qui sont très, très bien faits. Et c'est l'avantage d'avoir des beaux terroirs comme ça pour faire un cornalin. C'est quand même assez compliqué, ce cornalin. Il faut de la maîtrise derrière, comme le vigneron l'a dit avant. Il faut du chaud, il ne faut pas trop d'humidité. C'est compliqué, il faut avoir une belle maîtrise derrière. Mais quand c'est abouti et bien fait comme ça, c'est du plaisir. C'est un cépage très difficile. Effectivement, ce que Yvon n'a pas dit dans la vidéo, peut-être qu'il voulait être plus poli que moi, mais on dit en Valais, si tu veux emmerder ton voisin, plante-lui du cornalin. Ah, mais c'est un peu ça. Mais c'est là qu'on voit si le vigneron, il travaille bien. Parce que si on Oui, maîtrise c'est un très difficile. cornalin, tout le reste du domaine, il est bien fait en général. Exactement, oui. Ouais. Et là, on a un parfait exemple de Là, cornalin c'est net. maîtrisé, voilà, Ouais. dans un superbe terroir. Encore une question? Oui, encore une question de Anselme qui demande s'il faut le mettre en carafe. Anselme qui demande s'il faut mettre en carafe. Alors moi, j'hésiterai pas une seconde, c'est un vin jaune, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, je pense qu'une heure de carafe, ça lui ferait le plus grand bien, ça ressortirait un peu plus les arômes, ça adoucirait peut-être un peu les tanins. Ouais, non, c'est clair. Quelqu'un qui est un petit peu plus sensible à la matière tannique, à ce côté un petit peu astringent, l'aération, l'oxygénation, automatiquement, il va s'arrondir. Puis il va monter, s'il est un petit peu frais dans sa cave, il va monter un tout petit peu en température. Et puis le vin, il sera beaucoup plus facile d'approche. Et puis malgré tout, il va s'épanouir, il va s'ouvrir, ça va donner quelque chose de beaucoup plus tendre, puis un peu plus avec les tanins qui seront un peu plus souples derrière quand même. Exactement, oui, oui. Mais là, malgré tout, on est sur des tanins qui sont quand même tendres. On n'est pas sur des vins avec une masse tannique qui fatigue. Non, c'est des tanins à parfaite maturité. Ce qui peut surprendre, comme l'a dit le producteur, c'est cette acidité inhabituelle chez le cornalin, parce que le terroir granitique a donné cette acidité. Peut-être que des gens sont habitués à des cornalins un peu plus ronds, charmeurs. Là, on est plus sur quelque chose de racé et ça peut surprendre de prime abord, mais on est sur un grand vin. Oui, puis c'est l'avantage à feuilly. On est sur des vins qui sont quand même beaucoup plus frais que sur le Haut-Valais, sur des vins beaucoup plus solaires. Là, il y a quand même des cornalins. Là, on est sur des cornalins. Par contre, pour moi, c'est des cornalins qui mériteraient à être gardés un peu plus longtemps. Ah oui. Parce que là, il y a du potentiel comme il y a de l'acidité. Donc l'acidité, cette matière tannique un petit peu, je pense que c'est des vins qu'on peut accompagner 5-10 ans, je pense, sans problème. Absolument. C'est d'où l'intérêt d'en acheter une caisse de 12 pour en goûter un chaque année. Ouais,
Et puis, ouais, 12, je ne sais pas si ça va suffire, mais Ça va pas suffire. tout dépend de la vitesse qu'on les voit, mais en tout cas, se faire plaisir avec un carton, en tout cas. Exact, voilà, très bien. Non, là, on est sur un magnifique vin. L'étiquette est simple, mais le jus est très intéressant pour moi. Alors, c'est la nouvelle Hein, étiquette. Depuis 2018, c'est la nouvelle étiquette du domaine qui a été faite par une artiste dont j'ai oublié le nom, mais c'est nouveau et c'est voulu. Ah, ouais. Une question, oui? On a une question de Sébastien qui nous demande que pense Monsieur Clément du millésime suisse 2020 en général. Alors, Le millésime 2020. alors 2020, on est en 2020, donc qu'est-ce que ça va donner? En principe, tous les chiffres ronds, si on prend les années qui suivent, 2010 était une belle année, 2000 était une belle année, 1900 était une belle année. Donc si 2020, je pense qu'on sera sur un millésime qui ne devrait pas être mal. Et puis pour l'instant, le climat, il n'y a pas de gel encore. Les vignerons, pour l'instant, ils ne se peignent pas trop. Il faudrait un petit peu de pluie pour le printemps parce que ça commence un peu à être sec. Donc si on veut avoir quelque chose, un peu de la matière derrière, mais il faut laisser un petit peu encore les saisons passer. Et puis dans quelques mois, on sera quand même sur la vendange. Oui, avant de se prononcer sur le millésime 2020, attendons la vendange. Ouais. Parce que tout peut arriver d'ici là. Très bien. Il n'y a plus de questions? Non, c'est bon. J'espère que vous avez eu du plaisir à faire cette dégustation avec nous. Vous pouvez tranquillement siroter la bouteille chez vous. Je remercie Clément pour Merci à ces toi, informations. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi, puis avec Divo, parce que belle sélection de vins. Et ce cornalin est dans la sélection, donc c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir le déguster avec toi. Merci beaucoup. Et c'est pas fini parce qu'on va se retrouver jeudi soir, même heure, même endroit, avec un vin du sud de l'Italie. Alors j'ai dit qu'on soutenait les vignerons suisses, bien entendu, mais on veut aussi faire un clin d'œil solidaire avec les vignerons italiens. C'est pourquoi on aura un vin des Pouilles qui s'appelle Oltre Me, qui veut dire au-delà de moi. Et c'est un cépage spécial qui s'appelle Susumaniello. Je vous en dirai plus dans 2 jours. Et d'ici là, je vous souhaite pleine santé à tous. Merci d'avoir participé à ce live et à bientôt. Merci. Merci à vous, à votre santé. Santé.